Alors, on va revoir les classiques. En anglais, on dit hands-on imperative, c'est-à-dire les impératifs pratiques. L'éthique du hacker. Je vous ai dit, c'est une philosophie, c'est un mode de vie, le hacking. C'est un ensemble de valeurs morales aussi, qui sont courantes dans la sous-culture du hacking, des hackers. Les praticiens d'éthique hackers croient en le partage de l'information. Vous le savez, je vous le répète tout le temps. Et des données aussi. C'est un impératif qu'on dit éthique. L'éthique du hacker, en fait, elle est liée au concept de la liberté de l'information, ainsi qu'aux théories politiques de l'anti-autoritarisme, du socialisme, du libéralisme, de l'anarchisme et du libertarianisme. Alors, en fait, certains principes de l'éthique hacker ont été décrits. Je vous redirige vers Dream Machines, Computer Lib, 1974 de Ted Nelson. Le terme hacker éthique, en fait, est généralement attribué au journaliste Stephen Levy, qui semble avoir été le premier à documenter à la fois la philosophie et les fondateurs de la philosophie dans son livre 1984, intitulé Hackers, héros de la révolution informatique. Alors un peu pour l'histoire. L'éthique du hacker, elle est née au MIT, 1950-1960. Le terme hacker a été utilisé, je vous le disais, je vous l'ai déjà raconté, pour décrire des farces universitaires où les étudiants du MIT concevaient régulièrement et utilisaient des projets. Donc c'est ça, le hacking à la base, c'est un projet entrepris, un projet construit, un projet constructif pour le plaisir. Mais c'est une simplification. Le MIT, il a abrité le premier ordinateur, c'était un IBM 704, dans l'EAM, l'Electronic Accounting Machinery, donc en 1959. C'est devenu le rassemblement des premiers pirates. On a eu le Tech Model Railroad Club et je vous ai dit, ils s'amusaient à casser des trains, à faire un peu tout et n'importe quoi et essayer de reprogrammer l'ordinateur de 39 et de 9 pieds de haut, 2,7 mètres. Donc, il jouait au petit train, et puis il les faisait dérailler, il les améliorait, il les faisait tourner plus vite. Il s'amusait avec la technologie. Détourne l'utilisation d'un objet, vois ce que tu peux en faire. Ça, c'est la base. L'éthique du hacker, elle a été décrite dans un nouveau mode de vie, avec une philosophie, une éthique, un rêve. C'est cette éthique qui a été maintes et maintes fois débattue et discutée, et qui est acceptée. Maintenant, ça fait partie du folklore. Donc le mouvement du logiciel libre est né en 1983. On a Richard Stallman, un grand monsieur, qui est vraiment le dernier vrai hacker. C'est-à-dire l'éthique du hacker fait référence au sentiment de bien et de mal, aux idées éthiques de cette communauté de personnes qui avaient des connaissances qui devaient être partagées avec d'autres personnes qui devaient en bénéficier et des ressources importantes qui ne devaient surtout pas être gaspillées. C'est votre cerveau. Je vous dis toujours le bien, le mal. Vous savez que c'est omniprésent dans ma philosophie, dans mes vidéos. Je vous en parle tout le temps. C'est des choses qui me tiennent à cœur. Ça peut vous paraître futile. Vous êtes jeune, vous avez 20 ans, vous connaissez rien de la vie. Dans 20 ans, peut-être, vous reconsidérerez tout ce que je vous ai dit. Et peut-être, ça prendra un autre regard. Vous porterez un regard neuf sur ce que je vous ai dit et ce que je vous dirai et toutes mes vidéos. Vous savez que j'aborde plein de sujets, mais la philosophie en fait partie. Et l'éthique, la déontologie, c'est important, c'est ce qui fait un homme. C'est ce qui fait un homme et c'est ce qui défait un homme. Si vous n'avez pas de principe, vous n'êtes qu'une merde pour moi. Et si vous avez des principes, par contre, vous allez de l'avant, vous allez vous améliorer, vous serez quelqu'un de bien, ok? On a beaucoup d'enfoirés sur cette terre, tout va dépendre. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le piratage? Vous voulez vous amuser, vous voulez vous poser des challenges intellectuels, vous voulez apprendre la technologie pour ne pas être en esclave, ou vous voulez utiliser la technologie contre les autres pour faire le mal. Ça, c'est important. Parce que c'est pas parce que quelqu'un aime pirater qu'il a un engagement éthique à traiter les uns les autres correctement. En fait, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui veulent apprendre le hacking. C'est pour essayer, ils pensent qu'ils vont faire de l'argent, ça va devenir des bêtes de hackers, des black hats et tout ça. Ils oublient que c'est des années, des années, des années de travail. Ok, c'est très compliqué. Si tu crois que tu vas regarder 2 tutos, tu te mets le doigt dans l'œil. Je vous le répète constamment, mais pour que ça rentre bien. Je sais qu'il y a des jeunes
qui croient que ça se passe comme dans les films, dans les séries. C'est pas, la réalité, elle est bien plus sombre, c'est beaucoup plus dur et peu réussissent. Ok? Donc il faut réfléchir aux questions éthiques d'une certaine manière. Le piratage, c'est aussi un point de vue sur l'éthique. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vous dis toujours, hein, on parle de grande responsabilité, qui dit de grande responsabilité, dit de grands impératifs. Ok? Et puis une morale à tout ça. Donc la culture hacker, elle a été un peu comparée au protestantisme primitif, hein, les sectes protestants qui misaient l'accent sur l'individualisme et la solitude, à l'instar des hackers, qui étaient en effet des êtres plutôt solitaires. Après, je vous ai dit, ça a changé. Maintenant, on travaille en équipe, mais c'est vrai que la plupart des pirates informatiques dans les années 70-80, c'était vraiment en solo. Hein. L'ordinateur joue le rôle de Dieu dont les exigences ont pris le pas sur celle humaine du sentiment lorsqu'il s'agissait d'évaluer son devoir envers les autres. Une détermination exceptionnelle et une détermination à continuer à se concentrer sur un problème jusqu'à que la solution optimale ait été trouvée sont des caractéristiques bien documentées des premiers pirates. La volonté de travailler toute la nuit sur un problème de programmation est largement citée comme une caractéristique de la culture informatique des premiers hackers. Je vous ai dit, vous devez jamais lâcher l'affaire, vous devez bosser jour et nuit, vous devez vivre pour le hacking, vous devez penser pour le hacking et voir comment vous pouvez aider les autres. Vous pas utiliser votre intelligence pour niquer les autres. Sinon, vous n'êtes pas intelligent en fait. Vous êtes vil, vous êtes un être vil et ça fait la grande différence. Ok? Donc c'est une sous-culture, mais c'est aussi une contre-culture depuis les années 60. Hein, une culture, ça a commencé avec les hippies, mais les pirates, c'est un peu, c'est pas antagoniste en fait. Hein, ça s'est fait en parallèle. Le but c'était de renverser la machine, renverser le système. Les pirates, ils aiment la technologie, ils voulaient être des citoyens ordinaires et pas travailler pour les grosses entreprises. Mais ils se sont rendus compte que ces grosses entreprises avaient le pouvoir sur la technologie. Je vous répète tout le temps, le complexe militaro-industriel, ça peut être comme une arme qui pourrait s'appeler l'autorité de l'expert et l'emprise de ce système monolithique. Donc justement, Rage Against the Machine, ok? Verser la machine. L'éthique. Alors, partage, ouverture, décentralisation, accès gratuit aux ordinateurs, amélioration du monde. Le respect de la démocratie, les lois fondamentales que nous respectons tous en tant que société. Ok? À partir du moment où des gens trichent, des gens hackent la démocratie, tu ne vis plus en démocratie. Des gens ont un pouvoir colossal sur ta vie et toi, tu deviens esclave. Donc tu dois reprendre ta liberté en main. Et la liberté aujourd'hui, ça passe par justement le contrôle de la technologie. Sinon, tu es esclave, tu es pas maître. Maître de ta propre destinée, pas maître par rapport aux autres pour les dominer. Ça, c'est futile. L'accès aux ordinateurs. Tout ce qui pourrait vous apprendre quelque chose sur la façon dont le monde fonctionne doit être illimité et total. Céder toujours à l'impératif pratique. Ok? Hands-on, imperative. Donc, Lévy, on en revient à lui, il raconte les capacités des pirates à apprendre et à s'appuyer sur des idées et des systèmes préexistants. Je crois que l'accès donne aux pirates la possibilité de démonter des choses, de les réparer ou de les améliorer et d'apprendre et de comprendre comment elles fonctionnent. Cela leur donne des connaissances nécessaires pour créer des choses nouvelles et encore plus intéressantes. L'accès facilite l'expansion de la technologie. 2. Toutes les informations doivent être gratuites. Un lien direct avec le principe d'accès, l'information doit être libre. Que les pirates puissent réparer, améliorer, réinventer les systèmes. Un libre-échange d'informations permet une plus grande créativité globale. D'un point de vue des hackers, tout système pourrait bénéficier d'un flux d'informations facile. Un accès connu sous le nom de transparence dans les sciences sociales, comme le note Stallman, gratuit fait référence à un accès sans restriction. Il ne fait pas référence au prix. Ok? Le prix, vous allez le payer. Le prix, ça va être des heures et des heures et des heures à bosser. Je vous ai dit, votre seul ennemi, c'est vous. N'essayez pas d'être meilleur que les autres. Ça, c'est de l'ego, c'est de la merde. Cassez votre ego. Bossez pour vous. Faites-le pour vos parents, si vous le voulez. Mais faites-le pour vous. Vous avez une vie à mener
et des gens à aider. Méfiance de l'autorité, pouvoir, promouvoir la décentralisation. C'est la règle de base. Les idées libertaires. Et il faut se battre pour ces idées libertaires, puisque nos démocraties sont en train de sombrer dans la dictature. Mais tu ne t'en rends pas compte, puisque tu as le nez dans le guidon. Tous les jours, on t'abrutit avec une masse d'informations. Et tu n'as plus aucun regard critique, puisque tous les gens qui t'entourent pensent comme toi. On est dans la vision manichéenne du monde. Tout est binaire. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Les gens sont soit des 0, soit des 1. Ok? Et tout le monde, la doxa, la pensée dominante. Tu dois te battre contre ça. Tu dois justement penser par toi-même et avoir un regard critique, analytique. Donc la meilleure façon de promouvoir le libre-échange d'informations, c'est d'avoir un système ouvert, aucune frontière entre un pirate informatique et une information ou un équipement dont il a besoin pour sa quête de connaissances, d'amélioration. Tout le temps que tu passes en ligne, c'est du temps que tu t'octroies pour ton avenir, pour améliorer tes techniques, tes tactiques, tes procédures. Les pirates informatiques croient que la bureaucratie, qu'elle soit des entreprises gouvernementales ou universitaires, sont des systèmes défectueux. On en revient à un système monolithique. Le système monolithique ne peut pas être changé. Le système monolithique n'est pas souple, n'est pas flexible. Le principe de l'anarchie, c'est un système non pas pyramidal, mais un système à plat. Ok? Il n'y a pas de gens au-dessus des autres. Il y a que des gens qui échangent et qui s'entraident. Ça, c'est le principe. Ok? Le système à plat. Les pirates informatiques doivent être également jugés sur leur piratage, pas sur de faux critères, tels que des diplômes, l'âge, la race, le sexe ou la position. Donc là, on est en plein dedans aujourd'hui. Tu sais que sans diplôme, tu es rien, surtout en France. On te répétera, fais des études, fais comme les autres. C'est vrai, c'est bien pour réussir, mais le système méritocratique n'a qu'un semblant de vernis et de réalité. Vous savez très bien qu'aujourd'hui tout est réseau. Et si tu es de bonne famille et tu grandis dans les beaux quartiers de Paris, eh ben, tu auras toute la chance de réussir, de faire des prépas et de devenir quelqu'un, soit un haut commis de l'État, soit travailler dans de grandes entreprises. À l'inverse, si tu es fils d'ouvrier, l'ascenseur social sera bloqué. Donc tout ça, ça fait que agrandir les inégalités entre les individus et tout ça, finalement, c'est totalement superficiel dans l'estime de la compétence. Qu'est-ce qui fait que tu es ce que tu es? C'est quoi? C'est tes diplômes? Regardez, la plupart des hackers, on l'a vu dernièrement avec Lapsus, avaient une putain de technique. Ils ont réussi à pirater les plus grosses sociétés américaines. Ils étaient jeunes, ils étaient autodidactes, ils avaient aucun diplôme. Ok? Et regardez tous ces gens sur LinkedIn qui font les beaux parce qu'ils sont bardés de diplômes. Ils pensent être plus intelligents que les autres. Tout ça, c'est de la merde. Encore une fois, on en revient à ce que je vous disais, c'est de l'ego. Tu dois casser ton ego. Tu dois rester humble. Ça, c'est la philosophie. Donc l'âge, le sexe, la race, la position, la qualification, c'est non pertinent au sein de la communauté des hackers. On n'en a strictement rien à foutre. La compétence des hackers, c'est en déterminant l'acceptation au sein de la communauté. Et puis, qu'est-ce que tu fais pour les autres? Tous les jours, tu dois faire quelque chose pour les autres. Tu dois toujours aider et te battre pour plus faibles que toi. Tu dois pas te servir de ça pour niquer des gens plus faibles que toi. Ça, on en revient à ce que je te disais. Tu vas devenir un être vil, bourré d'ego qu'on pourra manipuler. Le but de la communauté, c'est de s'entraider. Ok? Mais encore faut-il s'entraider, entraider les gens qui veulent bien apprendre. Ok? Les gens qui veulent comprendre, il n'y a pas de problème. On prendra tout le temps pour leur expliquer des choses. Mais les gens qui veulent pas apprendre et réfléchir par eux-mêmes, prendre le temps de se casser la tête sur un problème, ils veulent tout de suite. Et ils exigent. On n'exige jamais rien. On demande poliment. La politesse, c'est la première des choses pour pouvoir échanger, en fait. Que ça soit le développement de logiciels, l'échange de logiciels, des techniques de piratage. Ok? On n'est pas des animaux, on est des individus. Et à partir de là, il y a une notion de respect.
intrinsèque qui doit exister. Ok? On peut se tutoyer, mais tu dois jamais me manquer de respect. Et moi, je dois jamais te manquer de respect. Par contre, si tu me manques de respect, je te manquerai de respect. Et je t'écraserai. 5. Cinquième commandant. Il n'y a pas 10 commandements, il y a 6 commandements. Le cinquième, c'est l'art et la beauté. Je vous fais des vidéos, vous savez, enfin, la sous-culture de la démocine. Pour moi, c'est important. J'ai connu ça tout petit et c'est là que je me suis rendu compte de la beauté, en fait, qu'on pouvait faire. Que ça soit les jeux vidéo au niveau de la 3D. Pour moi, c'est le septième art et on peut exprimer des émotions. On peut, grâce au monde de la démocine, finalement, les algorithmes et tout ça, c'est des choses mathématiques, mais il y a une certaine beauté, hein, puisque vous pouvez faire des choses incroyables en termes de multimédia, d'images, de sons. Tout ça, c'est la créativité humaine. Donc les pirates, ils apprécient profondément les techniques innovantes, tout le temps, qui permettent au programme d'effectuer des tâches compliquées avec peu d'instructions. C'est pour ça que, à terme, quand tu seras bon, il faudra que tu bosses en bas niveau. Avec peu d'instructions, tu peux faire beaucoup de choses. Et notamment hack. Le code d'un programme, il est considéré comme une certaine beauté, comme si c'était une certaine abstraction, en fait, de la psyché humaine, de son intelligence, qui a été soigneusement composée, astucieusement arrangée. Tu dois apprendre à voir la beauté des choses. Parce que tu aimes et tu le fais par passion. Apprendre à créer des programmes utilisant moins d'espace, c'est vraiment le jeu des meilleurs et des premiers pirates. Okay, utiliser le moins de ressources. Surtout que aujourd'hui, ça a un enjeu primordial. Ok, pourquoi travailler en bas niveau? Parce que justement, moins d'espace, moins de ressources. Hein, tu peux utiliser mieux les ressources. Alors que avec les hauts niveaux d'abstraction, ça a certains avantages, mais par contre, tu vas utiliser beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie perdue en chauffe, en électricité dépensée par ton ordinateur. Pour rien. Donc, pour sauver la planète, on est en train de la détruire. Il faut prendre conscience de ça. T'as un ordinateur, il faut que tu l'optimises, qu'il chauffe le moins possible, qu'il consomme le moins possible. Ton programme doit chauffer, faire chauffer le PC le moins possible et le faire consommer le moins possible. Ok? Il y a aussi une logique d'écologie. Ok? Les PC sont en train de détruire la planète. Il faut des terres rares. Ces terres rares vont entraîner des guerres. Et ben justement, il faut que tu apprennes à les recycler, il faut que tu apprennes à les réparer, il faut que tu apprennes à les garder, à les chérir. C'est des œuvres d'art, il faut pas les détruire, il faut pas les jeter. Sinon, tu vas détruire la planète. Et on est en train de détruire la planète. On veut la dernière carte graphique, tout ça. Mais j'étais pareil quand j'avais 18 ans. Après, j'ai compris que j'étais un jeune con. Mais ça m'a pris du temps. C'est un travail sur soi. On en revient à ça. Et les ordinateurs, ils peuvent changer votre vie pour le mieux, hein. Là, on est en train de vous asservir avec la technologie. Donc ça va pas changer votre vie pour le mieux. Ça va changer votre vie pour le pire. Donc, à vous, à vous de former les gens, à vous d'échanger, à prendre conscience que la société, je vous le répète tout le temps, est toute digitale, toute numérique et on peut en faire le meilleur comme le pire. On peut faire une utopie comme c'était initialement prévu et aujourd'hui, les GAFAM, le complexe militaire ou industriel, le modèle universitaire, ils veulent en faire une dystopie, une réelle dystopie. C'est pour ça qu'il faut se battre. C'est un vrai combat, tant sur le plan technologique que sur la psychologie derrière la psyché et ce qu'on veut en faire. C'est moral, il y a des motifs impérieux. Sinon, on va avoir des générations d'esclaves qui vont subir la technologie. J'ai pas envie de vivre dans une dystopie cyberpunk. Ok? Donc les pirates ont estimé que les ordinateurs avaient enrichi leur vie, leur donné toute la concentration sur la vie et rendu leur vie aventureuse. Les pirates considèrent également les ordinateurs comme des lampes d'Aladin qui pouvaient contrôler. Ils croyaient que tout le monde dans la société pourrait bénéficier d'une telle expérience et que si tout le monde pouvait interagir avec les ordinateurs de la même manière que les pirates, alors l'éthique du hacker pourrait se répandre dans la société et les ordinateurs amélioreraient le monde. Les hackers ont réussi à transformer les rêves de possibilités infinies en réalité. L'objectif principal du hacker était d'enseigner à la société que le monde ouvert par l'ordinateur était un monde sans limite. Okay, on en revient à la métaphore de Matrice. La matrice, Matrix. Okay,
si on doit parler de philosophie, l'allégorie de la caverne de Platon. Ok? Le monde est fait d'illusions. À toi de trouver les limites de la matrice. Si t'arrives un jour à les trouver. La connaissance, le partage. Depuis le début de l'informatique moderne jusqu'aux années 1970, il était beaucoup plus courant pour les utilisateurs d'ordinateurs d'avoir des libertés offertes par une éthique de partage ouvert et de collaboration. Les logiciels, y compris le code source, étaient généralement partagés par des personnes qui utilisaient les ordinateurs. La plupart des entreprises avaient un modèle d'affaires basé sur la vente de matériel et fournissaient ou regroupaient gratuitement les logiciels associés. Selon le conte de Lévy, le partage était la norme et attendu dans la culture des pirates non corporatifs. Ne sois jamais corporate. Le jour où tu seras corporate, c'est qu'ils t'auront fait le cerveau. Tu seras rentré dans la masse. La masse. Ok? Tu dois sortir du troupeau. Ok? De la tribu. Du groupe. Tu dois devenir toi-même. Ok? C'est un parcours initiatique, c'est une philosophie, c'est un mode de vie. Le principe du partage découle de l'atmosphère ouverte et de l'accès informel aux ressources, notamment du MIT dans les années 60-70. Le début des ordinateurs, de la programmation, les pirates du MIT développent un programme et le partagent entre eux et sur différents ordinateurs. C'est le début du piratage, et il est bon. Ça a permis d'accroître la potentialité des universitaires et d'améliorer les ordinateurs. D'autres programmes qui pouvaient être construits dessus, améliorés, ont été enregistrés sur des bandes et ensuite dans ce qu'on appelait un tiroir à programme qui était accessible à d'autres pirates. À tout moment, un autre pirate informatique peut atteindre le tiroir, choisir le programme et commencer à l'ajouter ou à le boomer, comme on dit, pour l'améliorer. Donc le booming, ça fait référence au processus qui consiste à rendre le code plus concis, ainsi que à l'améliorer avec moins d'instructions, économisant ainsi une mémoire précieuse pour d'autres améliorations. Alors, vous n'avez pas connu ça peut-être, mais on avait très peu de mémoire avant et il fallait absolument optimiser le code. Après, on a commencé à avoir des PC avec des gigas de RAM, des téras de RAM, et maintenant, on est en plein dedans, quoi. On s'en fout d'optimiser le code. Et si on le fait, c'est parce que, voilà, on a le temps, le client, il l'a demandé, mais voilà, on a plus cet esprit de la pureté du code. Maintenant, c'est les impératifs financiers, économiques, qui dictent la façon dont on va coder. Et il y a plus cette éthique et cette responsabilité, en fait, d'utiliser le moins de ressources possible et la recherche constante à l'amélioration du code et au fonctionnement du PC. Donc ensuite, on a la deuxième génération de pirates. Le partage consistait à partager avec le grand public, de plus en plus, que rester entre pirates. Moi, je fais partie de la deuxième génération. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore Internet. On s'envoyait des disquettes, ok? Il y avait le shareware. Le shareware, c'était ce principe où tu pouvais acheter un logiciel, mais en attendant, tu avais quand même une partie que tu pouvais accéder, et même si tu payais pas, tu pouvais quand même l'utiliser, ok? Et c'est là qu'on a commencé à pirater, ne pas payer le shareware. C'est là, dans fin des années 90, on va dire, que les groupes de pirates idéalistes, tant sur la scène de Demoscene que du Juarez, ont commencé à pirater les logiciels. Okay, le but, c'était de redistribuer les capacités. Et puis, à partir du moment où ce sont de grosses boîtes, on n'a aucune pitié, ok, pour pirater le logiciel. Par contre, si c'est quelqu'un qui a donné sa vie, son temps, tu vas acheter le logiciel, tu vas le respecter. C'est pour ça que je pirate les logiciels, n'importe lesquels, quand ce sont de grosses boîtes. Et par contre, quand ce sont des développeurs indépendants, notamment dans le jeu vidéo, toute la scène indé, j'achète. J'achète quand ça me plaît. Quand on me prend pour une vache à lait, je pirate, sans vergogne. Ok? C'est cette logique. Et on l'a toujours eu. Pas que moi, l'ensemble des hackers. Les premiers ordinateurs communautaires ont été placés à Berkeley, en Californie. Et on avait cette mémoire communautaire. Et vous envoyez la philosophie aujourd'hui avec GitHub, les différents repos, les différentes flavors, les différentes saveurs de Linux. On s'échange, on crée, on améliore, on fait des forks, on pousse des commits. Donc le partage des ressources,
Bob Albrecht a fourni des ressources considérables à une organisation à but non lucratif qu'on appelle le PCC, le People Computer Company. C'est un centre informatique où n'importe qui pouvait utiliser les ordinateurs pour 50 cents de l'heure. C'est le début de la démocratisation du PC, début des années fin 80, début 90. Cette pratique de partage de deuxième génération a consisté aux batailles du logiciel libre et au logiciel ouvert. Stallman en est le, le plus grand représentant. C'est lui qui a réfléchi à l'open source, qui a réfléchi euh, aux sources ouvertes. GNU, ce que vous connaissez, la licence GNU, c'est grâce à Richard Stallman, par opposition à Bill Gates, qui a récupéré Basic d'Altair, qui a été partagé par la communauté des hackers. Gates a prétendu avoir perdu une somme d'argent considérable parce que peu d'utilisateurs avaient payé le logiciel. Donc il a écrit une lettre ouverte et il a décidé de faire sa propre sauce, de s'enrichir, alors qu'à la base, on parlait du Homebrew Computer Club. Quand on dit Homebrew, c'est un logiciel qui a été fait maison. Quand tu pirates, à l'époque j'ai piraté ma PlayStation 3, tu pouvais lancer du Homebrew. Les applications Homebrew, comme quand tu jailbreak ton iPhone ou autre, ton Android, tu peux installer via le root des applications faites par d'autres. Continue, échange d'informations, échange de logiciels. Donc le but, c'est de démocratiser à la fois les softwares et aussi le matériel. Ces deux choses, il faut de l'open source pour auditer le code. Il faut pas rester dans cette technologie en black box qui veut être contrôlée par une infime minorité de gens riches, ok, de gens éduqués, de gens riches. Le but, c'est que la connaissance, elle se fasse à plat. Tout le monde apprenne, ok. Mais c'est comme ça qu'on aura une société meilleure. Donc les logiciels open source, toujours recommander l'open source par rapport aux logiciels commercialisés. Et si vraiment les logiciels commercialisés sont des saloperies, ne pas hésiter à les pirater sans aucune vergogne. Donc le logiciel doit être flexible, personnalisable et de nature modulaire, ouvert, constamment. Justement, faut pas qu'il favorise quoi? Un matériel grand public qui favorise le contrôle, le sentiment d'être entier et immuable. Et regardez aujourd'hui avec Microsoft ce qui se passe. On fait un système de plus en plus fermé. C'est pareil avec les drivers. On a de moins en moins de sociétés qui veulent faire de l'open source ou qui veulent rendre leurs pilotes ouverts. AMD, c'est le meilleur exemple, ils font du très bon boulot. À l'inverse, par dichotomie, Nvidia a toujours mis des bâtons dans les roues pour avoir des drivers libres. Et le combat continue, on est en 2020. Donc voilà la différence d'approche du hacker, du programmeur industriel qui a été formaté par ces années d'études. Voilà, c'est une attitude agorique, holistique, même, j'ai envie de dire. C'est une philosophie, c'est une révolution, et vous devez le penser en tant que tel. À la fois en termes logiciels, à la fois en termes de hardware, à la fois en termes sociétal. Toujours prôner plus de liberté, plus d'ouverture. Pour pas se refermer et vivre dans des autocraties ou des dictatures ou des démocraties autoritaires, comme on le vit actuellement. Donc voilà, s'opposer au brevet logiciel et prôner tout le temps le logiciel libre. Donc hands-on imperative, je finirai là-dessus. L'objectif commun des hackers, c'est l'impératif pratique. Les pirates, ils croient que des leçons essentielles peuvent être apprises sur les systèmes, sur le monde, en démontrant les choses, en voyant comment elles fonctionnent et en utilisant ces connaissances pour créer de nouvelles choses plus intéressantes. D'accord? J'ai récupéré du savoir depuis que je suis tout petit et j'ai appris à réparer les ordinateurs, à les améliorer. Ok? Je m'en suis servi pour mieux comprendre comment fonctionnent mes systèmes d'exploitation pour pouvoir les hacker. Et les connaissances que j'ai acquises, je les transmets à nouveau à une nouvelle génération de gens qui sont passionnés comme moi. C'est une boucle rétroactive positive. Ok? Donc l'utilisation de l'impératif pratique, nécessite un accès libre, une information ouverte et le partage des connaissances.
Pour un vrai hacker, si l'impératif pratique est restreint, alors les fins justifient tout le temps les moyens de se rendre illimités afin que les améliorations puissent être apportées. Et la première amélioration que vous devez apporter, c'est vous. Vous devez chaque jour vous améliorer, être une nouvelle itération de vous-même. Sinon, vous finirez comme la masse des clones, de clones, de clones qui se reproduisent entre eux. Ok? Il faut des gens intelligents, il faut des gens présents avec des valeurs, des principes moraux, éthiques, de la déontologie. Les pirates, ils contourneront tout ça. Sinon, bah, vous êtes comme tous les autres. Et les autres ne nous intéressent pas. Ok? On veut aider, mais si c'est pour faire partie de la tribu, de la masse, encore une fois, je vous ai dit, il n'y a aucun intérêt. Ok? Parce qu'il vaut mieux vivre libre qu'avec les moutons. Donc voilà, hein, se protéger des virus physiques, tout ce qui est programme de connexion, tout est connecté, Big Brother te surveille, tout ça, il faut contourner. Il faut se trouver une certaine liberté même sur le net, et c'est devenu un combat. Un peu, si je dois faire l'allégorie, eh ben, c'est Neo qui se bat, hein, contre l'architecte, contre les machines, contre la matrice. Et des agents Smith, vous en avez partout, partout autour de vous. Ceux qui vous diront que vous en êtes pas capable, ceux qui vous diront que vous êtes que des petits cons, ceux qui vous diront qu'il faut être sage, hein, qu'il faut pas sortir des clous, qu'il faut suivre le groupe, la masse, surtout ne pas penser par vous-même. Écoutez la télé, abrutissez-vous, ok? Au lieu de passer du temps pour vous instruire, vous cultiver et apprendre à maîtriser l'outil informatique, ok? Et se battre pour les systèmes sécurisés et pas voler les informations ou faire du cybervandalisme. Ça, c'est les crackers, c'est les LMR. Ok? Ce n'est pas l'éthique du hacking. Donc voilà. Et la communauté, la collaboration. Encore une fois, si des gens me respectent, on va partager, on va échanger. Si les gens me manquent de respect, sont trop bêtes, veulent pas apprendre, sont trop fainéants, on n'a rien à faire ensemble. Hein. Et puis, de toute façon, on se connaît pas, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Donc, c'est donnant-donnant. Je te donne du savoir, tu me respectes, tu me donnes en retour à nouveau du savoir et je te respecte. C'est comme ça que ça marche. Et si ça te plaît pas, bah, je te le dis, tu vas te faire cuire un œuf. Hein, c'est comme ça que ça se passe. La communauté, c'est important, mais une communauté de gens disciplinés et qui ont toutes ces valeurs en tête. Voilà, l'éthique et la logique du hacker.